Bonjour, alors pour le cours 21, on commence la dernière section de contenu du cours pour la session. Donc, quand vous allez préparer votre examen final, il faudra que vous révisiez la section 3, celle sur laquelle on a fait un examen formatif. Et puis, vous allez ajouter à votre étude aussi les cours qui vont suivre, donc 21, 22, 23 et peut-être 24e cours. Là, ça va dépendre de quelle va être la date de l'examen final. Donc, ça devrait être confirmé bientôt. Ici, j'ai mis l'image, ce qu'on appelle une unité de puissance, là, parce que le thème du cours 21, c'est travail et puissance. La puissance, c'est quand on achète un appareil électrique, un four, un micro-ondes, un séchoir, c'est toujours écrit le nombre de watts dessus que peut fournir l'appareil. Puis ça, c'est la puissance de l'appareil. Quand on a commencé à développer des appareils électriques ou même à vapeur, on comparait à la puissance d'un cheval pour que les gens se fassent une idée. Par exemple, bon, le train il équivaut à la puissance de combien de chevaux, la voiture c'est combien de chevaux. Donc, on a développé l'unité qu'on appelle le cheval vapeur ou en anglais le horsepower. Donc, ici, c'est juste un peu sur l'explication des origines de ça, mais nous, on va travailler avec les unités du système international qui sont les watts. Mais on va commencer par introduire la notion de travail. On va voir après que la puissance découle du travail. Donc, le travail fait par une force constante, c'est donné par la relation suivante. Le symbole vient de l'anglais, donc W pour work. Alors là, ça, c'est le travail fait sur l'objet. Les unités du travail, donc là, il ne faut pas les confondre avec la puissance. J'ai dit la puissance, c'était des watts. Là, le symbole du travail, c'est un W, mais l'unité du travail fait sur un objet, ça décrit combien d'énergie est fournie ou retirée de l'objet. Donc, ce sont des joules. Alors, pour obtenir le travail fait par une force constante, on va prendre la grandeur de la force qui est appliquée, donc en newton, puis on va multiplier par le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement de l'objet, et puis on va multiplier aussi ensuite par le déplacement de l'objet en mètres. Donc, c'est très important ici, si on veut obtenir des joules, d'avoir des newtons fois des mètres. Donc, si on vous donne une valeur, un déplacement en centimètres ou en kilomètres, il faudra le transformer en mètres avant de faire le calcul. Alors, le travail, comme j'ai dit, ça exprime combien d'énergie la force vient fournir à l'objet pour qu'il se déplace ou lui enlever à l'objet pour nuire à son déplacement. De cette façon-là, le signe du travail va nous dire quelque chose. Comme si le travail qu'on calcule est positif, c'est que la force est dans le sens du mouvement, donc elle vient favoriser le mouvement, elle lui donne de l'énergie. Le travail, au contraire, va être négatif si la force est dans le sens contraire du mouvement ou vient lui retirer de l'énergie. Et le travail va être nul si la force est parfaitement perpendiculaire au mouvement, fait qu'elle vient ni l'aider ni lui nuire. Maintenant, la puissance, c'est simplement le rythme auquel le travail est effectué. Donc, pour obtenir la puissance en watts, on prend le travail qu'on a calculé en joules pour une certaine force, puis on divise par l'intervalle de temps sur lequel la force s'est appliquée, puis le calcul s'est fait. Donc, ça nous donne finalement des joules par seconde, ce qui, par définition, c'est des watts. Le symbole pour watt, c'est aussi simplement un W si vous voulez faire plus court puis pas écrire watt à chaque fois. Là, fait écrire W pour l'unité. Mais mélangez-vous pas entre on pourrait dire un W majuscule pour le travail, un W minuscule pour l'unité des watts. Ça peut aider à ne pas mélanger les deux. Maintenant, on va faire plusieurs exemples sur ces notions-là. Donc, c'est tout pour les nouvelles notions aujourd'hui, mais là, on va les mettre en application. Donc, on a ici Ginette qui tire sur sa valise de 25 kg avec une force de 100 N orientée à 25 degrés au-dessus de l'horizontale. C'est un exemple qu'on a déjà couvert, mais on s'était intéressé à d'autres choses, là, par exemple, trouver la grandeur, la force normale, etc. Là, on va faire autre chose, on va regarder le travail fait par chacune des forces. On dit la force de frottement du plancher, donc elle n'est pas sur des roulettes cette fois, là, la valise, elle frotte, donc la force de frottement a une grandeur de 65 N, puis la valise se déplace de 2 mètres vers la droite. Donc, vous voyez sur le schéma, là, j'ai indiqué le sens du déplacement. C'est parce que dans le fond, l'angle qu'on va utiliser dans la formule du travail, on doit toujours prendre l'angle entre la force à laquelle on s'intéresse et le déplacement. Donc, le déplacement, c'est une référence importante. Ici, dans le sens de l'axe des X, mais c'est pas toujours comme ça. Donc, en A, on demande de déterminer le travail que Ginette accomplit sur la valise. Donc, Ginette, elle, ce qu'elle fait, c'est une force, j'ai été plus spécifique ici, j'ai dit une force T pour une force de tension, mais on pourrait simplement garder le symbole F, là. Donc, ça, c'est la force que Ginette fait.
Fait que j'ai juste illustré celle-là dans mon diagramme de corps libre. J'ai pas mis les autres forces. Là, c'est un diagramme incomplet. Parce que je vais en regarder une force à la fois. Puis là, j'ai mis le sens du déplacement. Donc, si on veut calculer, le travail fait par la force faite par Ginette, bien, on prend la grandeur de cette force-là. On nous indique que c'est 100 newtons. On multiplie par le cosinus de l'angle entre la force faite par Ginette puis le déplacement. Le déplacement est horizontal, donc il s'agit ici d'un angle de 25 degrés. On va faire donc fois cos de 25 degrés. Et ensuite, fois le déplacement, on nous indique que c'est 2 mètres. Donc, on multiplie tout ça, puis on obtient que Ginette fait 181 joules comme travail. Donc, elle fournit 181 joules d'énergie à la valise pour l'aider à faire son déplacement. Vous voyez ici, le travail est positif, ça vient favoriser le déplacement. À remarquer ici que la formule du travail, il n'y aura jamais un sinus là-dedans. Hein. C'est tout le temps un cosinus. Ça n'a rien à voir avec les composantes. Maintenant, en B, on demande de déterminer le travail que fait la force de frottement sur la valise. Oups, là, je vois que l'image masque la fin de la phrase, là, mais c'est sur la valise. Donc là, j'ai indiqué sur le diagramme la direction de la force de frottement. La force de frottement s'oppose au glissement de la valise. Donc, la valise glisse vers la droite, la force de frottement est vers la gauche, parallèle au sol. Donc, ici, on nous a indiqué que la force de frottement a une grandeur de 65 newtons. Donc, on prend ça. Ensuite, on va multiplier par le cosinus de l'angle entre le frottement et le déplacement. Le déplacement est vers la droite, le frottement est vers la gauche, donc il s'agit d'un angle de 180 degrés. Puis, on va multiplier par le déplacement. Le déplacement, il ne change pas d'une force à l'autre. On examine toujours le même déplacement de 2 mètres. Donc, pour la force de frottement, on obtient un travail négatif. La raison est que la force de frottement vient faire perdre de l'énergie à la valise. S'il n'y avait pas de force de frottement, la valise glisserait plus facilement dans la direction que Ginette attire. Donc, c'est un travail négatif. Ça nous donne ici une perte d'énergie, un travail de 130 joules, donc moins 130 en fait. Ensuite, on continue avec toutes les forces. Là, on demande le travail que fait la force gravitationnelle sur la valise. Donc, la force gravitationnelle, elle est vers le bas, vers le centre de la Terre. Ici, dans le fond, pour commencer, on va multiplier par la grandeur de la force gravitationnelle. Je vous rappelle que la force gravitationnelle, Ginette est sur la Terre, là, donc c'est la masse de l'objet fois 9,8. Donc, 25 kg fois 9,8. Ensuite, on va multiplier par l'angle entre le déplacement et la force gravitationnelle. Là, pour le cas du travail, vous n'êtes pas obligé de faire l'orientation conventionnelle là, qui va dans le sens anti-horaire. Vous pouvez le faire, par exemple. Si vous faites ça, vous allez prendre un angle de 270 degrés. Ça peut être moins mélangeant de continuer de cette façon-là, vu qu'on s'est déjà habitué avec les composantes. Mais il est plus une pratique courante de prendre juste le plus petit angle entre le déplacement et la force quand on calcule le travail. Puis si on prend le plus petit angle entre les deux, ce serait 90 degrés. C'est-à-dire ici, le déplacement est à 90 degrés de la force gravitationnelle si on y va de façon du côté où l'angle est le plus petit. Mais on peut très bien aussi dire cos de 270, ce qui serait l'orientation conventionnelle de la force gravitationnelle par rapport à un axe des X qui serait dans le sens du déplacement. Puis, ensuite, on multiplie par le déplacement qui est 2 mètres. Là, le cos de 90 ou le cos de 270, ça donne 0. Donc, en fait, ici, techniquement, si on avait juste observé le fait que la force gravitationnelle est perpendiculaire à notre déplacement, on aurait pu tout de suite dire que c'est 0 le travail. Parce que, vous voyez ici que la force gravitationnelle, elle ne penche pas dans la direction du déplacement, elle ne penche pas dans la direction contraire au déplacement, fait qu'elle vient ni aider ni nuire. Elle ne fait pas de travail. Sachant ça, on va un peu exploiter ça pour le dernier travail qu'on va calculer, qui est celui de la force normale. La force normale, elle, agit perpendiculairement au sol, mais vers le haut pour empêcher la boîte de tomber à travers le sol. Mais ça aussi, c'est une force qui est perpendiculaire au déplacement. Son orientation, là, c'est 90 degrés. Donc, là, ce que je vais faire, c'est qu'on va simplement écrire ici que faudrait prendre la grandeur de la force normale, mais on ne l'a pas, là, la grandeur de la force normale, puis on ne veut pas perdre du temps à la calculer parce que on va ensuite multiplier ça par le cos de 90 degrés, puis ça fait 0, puis on va multiplier par 2. Donc,
le travail fait par la force normale est 0 aussi. Puis, comme j'ai dit, simplement en observant que la force normale est perpendiculaire au déplacement, on aurait pu dire travail égale 0 parce que c'est une force perpendiculaire au déplacement. Donc, ça, c'est un premier exemple. Maintenant, on va aller faire un exemple où est-ce que les forces sont un petit peu moins alignées. Disons, là, on a Jean-Maurice ici qui fait une force horizontale. L'horizontale, là, c'est invariable. Hein? Ça veut dire que ça demeure horizontal par rapport au sol, là. Le sol, un sol qui serait plat. Donc ici, c'est vraiment comme, ça ne suit pas la rampe, là, OK? Donc une force horizontale de 200 newtons, excusez, et sur une charge de 25 kg. La charge, c'est un terme pour dire qu'on essaie de déplacer quelque chose qui est pesant. Donc le frottement est négligeable ici, parce que c'est sur des roues. On veut dire qu'il n'y a pas de résistance, là, ça roule très bien. Donc on a la charge qui fait un déplacement de 3 mètres vers le sommet de la rampe. Donc, le déplacement ici, lui, il est parallèle au sommet de la rampe. C'est ce que j'ai indiqué ici par la flèche verte. Puis, on voit sur le schéma aussi que la rampe est inclinée à 35 degrés. On demande en premier le travail effectué par Jean-Maurice, donc par la force F ici. Alors, la force F, bien, sa grandeur, c'est 200. Maintenant, on doit aller chercher l'angle entre la force que fait Jean-Maurice, puis le déplacement. Le déplacement, lui, suit l'inclinaison de la rampe. OK, ça c'est le sens, disons que c'est le sens de ma rampe, c'est le sens de mon déplacement. Bien, voyez-vous ici que, techniquement, on nous dit que la force F est parallèle, ben, est horizontale. Donc ça, c'est parallèle au sol ici. Dans le fond, je pourrais dire que ma force F est orientée tout comme le sol en dessous de la rampe. Puis là, j'ai le déplacement qui suit la rampe. Fait que cet angle-là ici, entre les deux, c'est le même angle qu'on retrouve entre la rampe et le sol. Ça, c'est parce que, dans le fond, ce sont des segments comme le haut de mon angle est parallèle au haut de l'angle qui est en bas du schéma, puis le bas de mon angle est parallèle aussi au bas de l'angle. Donc, c'est le même angle, 35 degrés. Fait que vous voyez ici, on va mettre ici que notre angle entre notre force qui nous intéresse ici pour calculer le travail, puis le déplacement, c'est 35 degrés. Puis là, après ça, on multiplie par le 3 mètres qui est le déplacement. Fait qu'on obtient que Jean-Maurice fait un 491 joules. On s'assure que c'est positif parce que lui, il vient causer le mouvement. Donc, c'est sûr qu'il vient en aide pour que ça bouge. Donc, ça devrait être un travail positif. Après, on demande le travail fait par la force gravitationnelle sur la charge, là. Donc, ici, la force gravitationnelle, elle est verticale, toujours vers le bas, le centre de la Terre. Puis, là, on va s'intéresser à calculer le travail. Premièrement, on peut dire la grandeur de la force gravitationnelle, bien, ça va être la masse des boîtes, là, de la charge 25 kg x 9,8. OK? Ça, c'est la première partie ici, dans mon calcul. Puis, ça correspond à notre grandeur de force. C'est ce morceau-là. Maintenant, on va faire fois le cos de l'angle entre la force gravitationnelle et le déplacement. Là, vous voyez, c'est indiqué 125 degrés. Bon, ça sort de où, ce 125 degrés-là? C'est ce que je vais expliquer. OK. Mettons que je trace un repère cartésien ici. Mon delta x, c'est le sens du x. Puis, j'ai le y qui est perpendiculaire au x. Donc, x suit le plan incliné. Puis, on se rappelle que, mais là, c'est comme, ça ressemble à des exemples qu'on a déjà fait, où est-ce que dans le fond, l'inclinaison était plutôt vers la droite. Là, cette fois-ci, le côté en bas de la pente, c'est du côté gauche de mon axe des Y. Mais si je fais ici, j'imagine une droite horizontale qui relie la force gravitationnelle à mon axe des X négatif ici. Bien, je sais que ça, c'est l'angle entre l'horizontale et la pente, c'est 35 degrés. Donc, j'ai 35 degrés ici. Puis, la force gravitationnelle, je sais qu'elle est perpendiculaire à l'horizontale puisqu'elle est verticale. Fait que ça me permet d'aller calculer l'angle au sommet de ce triangle-là. Donc, je vais faire 180 moins 90 moins 35, ce qui fait 55 degrés ici. OK. Fait que là, j'ai deux choix.
j'ai deux options. Je peux dire, je vais prendre l'angle sens anti-horaire à partir du déplacement jusqu'à la force gravitationnelle. Ça serait l'orientation que vous êtes habitué de calculer. Fait que je pourrais dire aussi l'angle, ça serait 180 degrés plus le 55. Ça marcherait. C'est pas ce que j'ai écrit par contre dans l'énoncé, dans la solution. Mais vous pourriez mettre cos de 235. Ce que j'ai fait plus tôt, ici, c'est que je suis allée calculer l'angle de l'autre côté. Je suis allée calculer l'angle le plus petit, là, le plus direct entre l'axe le déplacement, puis la force gravitationnelle. Comment j'ai fait ça? Je savais ici qu'entre l'axe des x négatifs et l'axe des y, c'est 90 degrés. Là, j'ai 55 degrés de l'axe des x négatifs à ma force gravitationnelle. Fait que qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ici? Si je fais 90 moins 55, j'ai 35 degrés, comme ceci. Donc là, j'ai fait 35 plus le 90 qui est là. Alors ça, c'est l'autre façon là, de procéder. Θ égale donc 35 plus 90. OK, ça fait le 125 degrés qu'on retrouve, que j'ai mis dans le calcul. Comme j'ai dit, vous pourriez aussi faire cos de 235. Donc là, on multiplie aussi par le déplacement de 3 et 3 mètres et on obtient un travail négatif. Là, si on regarde le sens de la force gravitationnelle, c'est logique parce que la force gravitationnelle penche du côté contraire à notre sens de déplacement. Donc, c'est moins 422 joules le travail qui est fait. Finalement, on demande ensuite de calculer le travail fait par la force normale dans le cas. Donc là, ça serait plus complexe là, ici d'aller calculer la force normale parce qu'il faudrait vraiment aller faire ici un système d'axe qui est incliné. Oups. Puis aller considérer c'est quoi l'orientation de la force gravitationnelle, malgré que là, on l'a quand même déjà fait. Mais bref, là où je veux en venir, c'est que c'est pas vraiment utile de faire ça. Puis en fait, ça serait compliqué parce que là, on a aussi la force de... Si je mets sur le système d'axe la force faite par Jean Maurice, elle aussi, elle a une composante verticale. Elle viendrait comme augmenter la valeur de la force normale. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on n'a pas besoin de la grandeur de la force normale pour répondre à la question. Parce que si on observe, là, elle est perpendiculaire à la surface de la rampe. Puis la rampe, c'est la direction de notre déplacement. Fait qu'elle est perpendiculaire au déplacement. Donc, comme tantôt, je vais juste laisser un symbole ici pour force normale, mais je vais multiplier par le cos de 90 degrés parce que la force normale est perpendiculaire au déplacement, puis par 3. Le cos de 90 faisant 0, ça nous donne que le travail fait par la force normale est 0, même si, peu importe, c'est-à-dire la valeur de la grandeur de la force normale. Donc, voici les numéros qui sont à faire aujourd'hui. Alors, vous allez commencer par faire une lecture sur le travail, ensuite quelques numéros. Le 8, il est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Puis ensuite une lecture sur la puissance, puis des exercices sur la puissance combinés un peu avec le travail aussi. Donc, les réponses apparaissent ici après. J'ai fait plusieurs démarches, là, une démonstration un peu des étapes. Mais si vous avez des questions sur les autres ou est-ce qu'il n'y a pas d'informations, je vais bien sûr répondre à vos questions lors de la prochaine période de récupération ou vous m'envoyez un MIO. Puis, vous pouvez aussi bien sûr me demander une question sur celle qui a les solutions, s'il y a un bout que vous ne comprenez pas. J'ai mis un peu des figures aussi pour aider à voir la direction, là, les angles entre force et déplacement. Et puis, donc... Voilà. Ça, c'est pour les pages 240 à 241. Et, oups, ensuite, numéro 1, numéro 3, page 244 à 248. Et finalement, le numéro 4 dans la même section du livre, numéro 5.